Madame Agnel, je vous remercie de nous recevoir. Oh, c'est tout à fait normal. Ah, c'est un plaisir de toute façon de venir vous voir. Et nous allons vous poser des questions, mais je pense que vous allez aussi beaucoup parler de vous-même parce que vous en avez Je l'habitude. vais essayer de répondre le mieux possible Oui, alors à vos questions. tout d'abord, puis on posera peut-être des questions après, vous demander de nous expliquer un petit peu quel a été votre itinéraire de résistante. Comment vous en êtes venu à résister si jeune? Alors vous étiez élève au lycée Hélène Boucher, que vous aviez 15 ans je crois. 14 ans quand j'ai commencé. Voilà. Et donc on peut peut-être partir de là. Alors bon, disons que lorsque la guerre s'est déclarée, nous étions en vacances, tous les quatre, mon père, ma mère et moi, mon frère et moi, à Fort-Mahon, c'est-à-dire à côté de Berck, là-haut, vous voyez. Et quand la guerre s'est déclarée, on est resté là. Mon père est rentré sur Paris pour aller à son endroit, à l'endroit où on récupérait tous les hommes qui devaient être en état de faire la guerre. Mais lui a été renvoyé parce qu'il avait fait la guerre de 14 et il avait plus de 50 ans et il avait 2 enfants. Donc il est revenu nous retrouver et ensuite il est retourné travailler à Paris en disant maintenant vous allez rester là. Donc mes parents ont cherché, parce que à ce moment-là, Fort-Mahon était une toute petite, c'était pas la jolie station balnéaire de maintenant. Et donc ils ont cherché un appartement, on a trouvé un appartement qu'on pouvait chauffer, parce que c'était surtout ça. Et puis finalement, nous sommes restés à Fort-Mahon, là, et ça a été certainement ma dernière année j'allais dire de jeunesse, d'enfance, parce que je me suis amusée comme jamais, parce que à Fort-Mahon, il y avait beaucoup d'anciens estivants, mais les estivants de là étaient des estivants du Nord, qui viennent plutôt en vacances sur les côtes de la Somme, etc. Et donc il y avait beaucoup de gens du Nord et des gens de Paris qui ne rentraient pas à Paris, car on craignait les bombardements. Donc on est resté là. Mon père est retourné travailler à Paris et il venait tous les dimanches par le train pour nous voir. Alors et c'est là que, donc lorsqu'on a entendu la guerre, alors je vais vous dire que j'ai vu quelque chose que les enfants, à mon avis, ne verront plus jamais. C'est-à-dire que la guerre a été déclarée par le garde champêtre, qui est venu dans les rues avec son tambour et qui disait avis à la population, et il a vu tout le... Et ensuite ça a été accroché. Donc on est resté là et très vite l'académie d'Amiens, en voyant qu'il y avait tellement de... Puis peut-être qu'il y a eu un coup de pouce du maire, enfin dans ces cas-là on ne cherche pas, c'était le meilleur. On nous a installé un lycée dans un hôtel chic de Fort-Mahon. Un hôtel chic de cette époque-là, c'était encore pas précaire, enfin. Et donc, il y avait quand même des grandes pièces, donc on a installé tout le lycée là. Et c'était très agréable parce que finalement, tous ces gens qui étaient à Fort-Mahon et qui y sont restés étaient tous des gens qui avaient un peu les mêmes problèmes. Le père est retourné travailler. Enfin, disons que c'était un peu très très familial, et même avec les professeurs. Et donc là, les professeurs étaient des professeurs que des femmes, parce que les hommes étaient partis à la guerre. Et toutes ces femmes, dans ces femmes, il y avait toutes les jeunes promues de l'année pour qui c'était le premier poste. Et même souvent, elles étaient seulement stagiaires. Et maman, qui avait toujours fait ça, avait, pour ainsi dire, table ouverte. Et on a reçu beaucoup de ces jeunes professeurs à dîner le soir. Et c'était très... Et en particulier, une qui va avoir un grand rôle par la suite, qui s'appelait Geneviève Samuel, qui était mon professeur d'anglais. Alors on est resté là jusqu'en mai. Et en mai, quand les Allemands ont troué les lignes, mon père est arrivé en vitesse par le train, on a récupéré ce qu'on pouvait comme vêtements et on a pris le train pour revenir sur Paris. Donc ça, c'était en mai, vers le 8-10 mai, oui, à peu près. Et on a pris le train, mais il y avait les bombardements allemands. Donc notre train a déjà été touché par une bombe. Donc on nous a fait sortir. Il y avait un autre train qui nous attendait, on l'a pris.
Et il a de nouveau été bombardé. Donc on est parti et là on nous a dit ben, il faut partir et alors on s'est mis avec toute la file des gens qui arrivaient du nord, qui arrivaient de Belgique, car ils se souvenaient de l'invasion allemande de 14 et ils ne voulaient pas revoir ça. Donc on est parti sur la route et puis bon ben une nuit on a couché chez des paysans qui nous ont demandé de l'argent d'ailleurs pour coucher dans le foin, ils ne sont pas fous. Et puis, me rappelle alors là, je me suis fait attraper, mais j'avais déjà une tête de cochon. Et elle nous a donné de l'eau et elle m'a demandé 10 centimes ou quelque chose dans ce genre-là. J'ai dit, vous pouvez la garder et je lui ai envoyé l'eau à la figure. Je me suis fait attraper par mes parents, mais ça fait, attendez, je bois. Oui. Alors, les deux trains qui ont été bombardés étaient des trains de civils. C'était des trains civils. Mais alors, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait, on l'a su par la suite, par Jeannette Samuel, qui était d'Amiens, c'est qu'il devait y avoir une partie de l'état-major dans le train. Et ça, on ne savait pas. Mais il y avait ce qu'on appelait les Allemands avaient installé un peu partout. C'était la 5e colonne. La 5e colonne, il devait y avoir Et donc, on est parti et on a laissé la moitié de nos bagages. On ne pouvait pas continuer. Et on a finalement récupéré un train, alors je me rappelle plus, l'autre jour j'ai regardé sur la carte et puis comme ma mémoire maintenant est très fugace, eh bien je me rappelle plus, donc entre Amiens et Paris, on a d'abord vu Amiens qui brûlait, Abbeville qui brûlait, parce que alors ça c'est très impressionnant à voir. On entend la bombe, alors ce que je vois à la télévision en ce moment, c'est exactement la même chose, ça n'a pas changé. Ça tombe et puis après ça flambe. Et on a finalement récupéré un train qui était bondé, pire que le métro à 6 heures, et nous sommes rentrés à Paris, et à Paris, on est revenu à la maison, mais mon père a dit non, vous ne restez pas là parce que les Allemands vont très vite. Donc voilà, Marcel c'était une de nos amies, une amie intime à maman. Marcel m'a dit que sa nourrice, quand qui était petite, qui habite Pornic, voudrait bien vous héberger et elle viendra nous rejoindre après. Alors on a pris le train et on est allé à Pornic et sur la gare, maman Lucie, je me rappelle son nom, le reste de nom, mais maman Lucie nous attendait et avait des grands gestes et elle avait une toute petite maison, je me rappelle, et dans cette toute petite maison, à la fin, on était 14. Donc elle a installé mes parents en bas, elle leur a donné la chambre, elle est couchée dans la cuisine avec une de ses nièces, et nous, quelle chose magnifique, on a couché dans le foin. C'était merveilleux. Comme quoi, il faut se rappeler de ces choses-là, car ce sont des choses qui aident à vivre. Donc on a couché dans le foin, et donc on a passé là quelque temps, et c'est là qu'on a entendu, au bout d'un certain temps, le général de Gaulle, c'est-à-dire qu'en allant chercher le pain, les gens nous disaient, mais vous savez, il y a un général qui a parlé de Londres, etc. Il n'y avait pas moyen, parce que tout était brouillé. Et puis finalement, on a réussi un soir, vers le... Bon, on a d'abord entendu Pétain. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne. Alors mon père, c'était certainement celui qui... Les femmes pleuraient, je suis des mauviettes. Et quant à mon père, lui, il était remué au plus profond de lui-même. Il avait travaillé sous les ordres de Pétain à la guerre de 14. Et de savoir que ce vieux maréchal qui bredouillait donnait la France à l'Allemagne, ça a été quelque chose d'épouvantable pour lui. Et il n'a pas décoléré pendant plusieurs jours, alors que c'était quelqu'un de calme et de pondéré. Là, on ne maîtrise pas ses sentiments. Et donc, et on a finalement, en appuyant, et on avait de la chance que maman Lucie ait une petite radio toute petite, car à cette époque-là, il n'y avait ni télé, ni... C'est ça que pour les jeunes, c'est difficile à comprendre, mais même pour les gens qui ont 40 ans, pas de télévision, pas de radio, il y avait très peu de gens qui avaient des radios.
Et donc, nous, avec sa radio, on se mettait et on cherchait. C'était au millimètre près pour essayer d'attraper Londres sans que ça soit complètement brouillé. Et c'est là qu'on a entendu le général de Gaulle. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Qu'on ne connaissait pas, c'était un vaste inconnu pour nous. Et il disait exactement ce qu'on avait envie d'entendre. Et quand on a su que tous les soirs ils allaient parler de Londres, bien à partir de ce jour-là, on est devenus des gaullistes, sans connaître de Gaulle, mais simplement parce qu'il disait exactement ce qu'on avait envie d'entendre à ce moment-là. Et voilà comment on a fini à Fort-Mahon. Et puis ben, après ça, mon père a fait les démarches pour obtenir un Ausweis pour rentrer sur Paris. Et nous sommes rentrés... À Pornic, vous voulez dire? À Pornic? Oui. Oui, à Pornic. J'ai pas dit Pornic tout à l'heure. Mais on est à Pornic. Oui. Et juste sur le profil de votre père, donc Gérard Mouet, Oui. Il était originaire des Pays-Bas. C'est ça. Et il a été Et naturalisé. il était très à droite comme pensée. Mais ça, la France, pour lui, justement, c'était quelque chose d'important. Et pourtant, il était né du droit du sol, car il était d'origine hollandaise, les parents étaient hollandais. Donc lui était devenu français par le droit du sol. Mais je crois que je n'ai pas vu quelqu'un d'aussi patriote que lui, parce que justement, on lui avait donné ce qu'ils étaient venus chercher. Ils étaient venus chercher du travail, ils étaient venus chercher une culture, et ils ont trouvé tout ça en France. D'ailleurs, tous les Mouettes qui étaient là, mon grand-père était l'aîné de 11 enfants. Donc à cette époque-là, c'était comme ça, et donc ils ont tous réussi à se faire une situation, mais même la plupart une jolie situation en France. Donc qu'on n'aille pas nous raconter que les étrangers ne peuvent pas s'intégrer, ou ils peuvent très bien les intégrer si les gens qui sont autour d'eux font ce qu'il faut. Donc voilà, donc mon père a été élevé à Saint-Denis, puis ensuite il a été mis en pension dans une pension, je ne sais pas, du côté de Neuilly, etc., où il ne sait pas plus du tout. Et ensuite, mon grand-père, qui était fondé de pouvoir d'une charge financière, a fait rentrer ses deux garçons, puisqu'il avait 4 enfants, lui, ses 2 garçons, dans la banque, et c'est là qu'il a travaillé. Donc mon père revenait travailler à Paris, de Fort-Mahon, et de Pornic. Alors il a laissé, je crois, vers le 15 mai ou non, au début juin, puisqu'il est arrivé pour mon anniversaire. Donc il est arrivé au début juin, et au début juin, il est arrivé à Pornic, et là, alors on s'est retrouvés à 14, dans cette toute petite maison, car tout le monde refluait vers le bas, et tout le monde avait les fameuses, cette fameuse drôle de guerre qui allait commencer. Donc à Pornic, au bout d'un certain temps, il a obtenu son laissez-passer, son Ausweis, et nous avons pu prendre le train pour revenir sur Paris. Et à Paris, à la gare d'Austerlitz, non, c'est pas Austerlitz, je ne sais pas, parce que les gares ont tellement changé, je ne sais pas laquelle c'était. Enfin, toujours est-il qu'on a pris un taxi. Peut-être la gare d'Orsay, non? Comment? C'était peut-être la gare d'Orsay. Non, la gare d'Orsay, elle était déjà en théâtre. D'accord. À ce moment-là, c'était un théâtre. Le théâtre de Jean-Louis Barrault. C'était pas Saint-Lazare, l'Ouest? Comment? Venant de l'Ouest, c'était pas Saint-Lazare? Ah non, parce non, que non. ça c'est beaucoup plus... Saint-Lazare c'est beaucoup plus haut. Nous, Ouais. Pornic, c'est à la hauteur de... c'est en face Noirmoutier. Vous voyez où est Oui, Noirmoutier? donc ça devait être plutôt Austerlitz, je pense. Oui, mais ça a tellement changé. Hein. Bon, enfin, toujours est-il qu'on est arrivé à Paris. On a réussi à avoir un taxi. Et tout d'un coup, le taxi qui nous voyait regarder tout ce qui se passait, et puis qui nous entendait parler, certainement, nous dit « Voulez-vous voir Paris sous l'occupation ?» Alors on lui dit « Oui ». Alors il a commencé, il est parti sur les Champs-Élysées, on a descendu les Champs-Élysées, et à côté de nous, descendait en même temps que nous, une horde allemande, là, au pas, top, top, top. Ça fait un drôle d'effet. Hein.
Puis après ça, on a pris l'avenue de Rivoli. Et dans la rue de Rivoli, tous les hôtels qui sont là étaient couverts par des étendards avec la croix gammée. Et après ça, bon, on a fait. Et puis partout, les bistrots, les bistrots chics de ce coin, étaient tous occupés par des Allemands, il n'y avait plus de Français. On les voyait rentrer dans le musée du Louvre, se défaire leurs affaires et aller occuper. On ne pouvait plus rentrer dans le musée du Louvre. Et alors, bon, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand mon père a entendu Pétain, avant d'entendre De Gaulle, il a dit « Ah, mais il va falloir faire quelque chose ». Et il va falloir faire quelque chose, moi j'avoue franchement que je n'avais absolument pas compris ce qu'il voulait dire et même ce qu'on pouvait faire. Et en arrivant à Paris et en voyant tous ces Allemands qui occupaient, puis d'autre part, les rues étaient écrites en allemand, toutes les rues du centre de la capitale, c'était plus Rivoli, c'était Rivolistrasse, c'était etc. etc. C'était vraiment quelque chose qui vous prenait au cœur. Et donc, moi, je me rappelle que là, je me suis rappelé ce que mon père avait dit. Il faut faire quelque chose. Je me suis dit, oui, il faut faire quelque chose. Mais quoi et comment? Alors bon, on est rentré à la maison. Alors, moi, je suis retournée, on était au moment du lycée, retournée au lycée. Mon frère est allé dans son école à lui. Et on a commencé. Et alors, au lycée, eh bien, la moitié du lycée avait été réquisitionnée par les Allemands. Donc, on avait les Allemands qui rentraient par la même porte que nous. Mais on était un peu vicieux sur les bords et on faisait toujours tomber notre cartable quand un officier allemand entrait, de manière à ce qu'il se casse la figure. Donc, Mademoiselle Hodge, qui était la surveillante générale, nous a d'abord fait une réflexion, très gentille d'ailleurs, et puis ensuite, Mademoiselle Fontaine, qui était la directrice, est venue nous dire que bon, ces messieurs sont chez eux de l'autre côté. Alors ce sont chez eux aussi, ça fait pas. Et finalement, on a moins. Mais par la suite, on a recommencé à laisser tomber les cartables, à s'asseoir par terre, ce qu'on n'avait pas le droit, parce que c'était la vie, ça. Et c'est comme ça. Et par exemple, quand dehors, ils nous demandaient d'aller au château de Vincennes, on les envoyait à la Bastille. Enfin, exactement. C'était très très puéril, mais ça nous leur montrait d'une part à eux qu'ils n'étaient pas les bienvenus, et nous, ça nous soulageait un peu. Le fait de faire des croix de Lorraine avec le V de la victoire. Voilà, alors on en faisait le soir, quand Mademoiselle Hodge était partie dans l'aile droite, parce que les Allemands avaient toute l'aile droite. Du côté de l'aile maraîcher. Voilà. Et nous, on avait l'aile gauche. Alors quand elle était partie, on filait dans notre aile à nous et on faisait des croix de Lorraine. Et Mademoiselle Hodge ne nous disait rien, mais allait les effacer très gentiment pour qu'il n'y ait pas d'ennui. Voilà. Alors donc, voilà comment ça s'est passé au lycée. Et bon, à la maison, on commençait à avoir des restrictions. Mon père n'avait plus de travail car la bourse avait été fermée. Et lui qui travaillait particulièrement avec la partie anglophone, les Anglais, il n'avait plus de travail, donc il a cherché du travail. Et une de nos amies lui a trouvé, ça devait être provisoire, puis finalement ça a duré jusqu'à ce que nous soyons arrêtés, un travail à la mairie du 12e. Je ne sais pas ce que lui faisait, mais là, ça nous a bien arrangé par la suite. Donc, il était à la mairie du 12e, et nous, on avait essayé de reprendre une vie un peu normale. Le moment où on faisait les queues pour essayer de manger le matin, elle partait à 6 heures, dès que le couvre-feu était levé, pour pouvoir avoir à manger pour nous, et ça sera bien pire par la suite. Et puis on a reçu une lettre de Jeannette Samuel, qui avait échappé et était retournée à Amiens, qui nous disait que le 11 novembre, pour les vacances du 11 novembre, elle allait venir à Paris, enfin pas à Paris, à Versailles, où sa mère était intendante du lycée. Donc, est-ce qu'elle pouvait venir nous voir et nous présenter sa sœur? Bien sûr, on a répondu que oui. Et le 11 novembre,
Donc je ne suis pas allée à l'Arc de Triomphe, comme beaucoup le sont allés. On a reçu Jeannette Samuel et sa sœur, il nous a présenté sa sœur, qui était élève infirmière. Quant à Jeannette, elle passait ses concours pour être pas d'histoire, prof d'anglais. Et alors, vous savez, à cette époque-là, quand on retrouvait quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps et qu'on connaissait bien, on le tâtait, pour ainsi dire. On essayait de savoir s'il pensait de Gaulle, s'il pensait Pétain, s'il pensait les Allemands, etc. Et avec Jeannette et sa sœur, on s'est trouvés sur la même longueur d'onde. Et elles se sont rendues compte que la seule chose que l'on voulait, c'est faire quelque chose. Et elles ne nous ont rien dit, elles nous ont dit simplement, on vous écrira dans pas longtemps, et chaque fois que je viendrai vous voir. Et en effet, 3 ou 4 jours après, on a reçu une grande enveloppe en craft, et quand on l'a ouvert, plouf, s'est échappé plein de petits papiers qui étaient grands comme ça, à peu près à cette époque-là. C'était des tracts, les uns étaient dactylographiés, les autres étaient écrits à la main, et il y avait simplement un carton écrit, recopié et distribué. Et le soir même, on s'y est tous mis, même mon jeune frère qui avait 8 ans, on s'est mis à recopier ces tracts qui à ce moment-là étaient suffisamment petits pour qu'on le fasse. Et à mon avis, ils étaient très pratiques, parce qu'on pouvait les mettre n'importe où, on les mettait dans sa poche et hop, on pouvait les sortir pour les mettre sur un banc, sur une chaise. Alors on les laissait dans le métro, à la mairie, à l'église, enfin partout où on allait. Et c'était très bien. Et donc, quand on a eu fini ça, on dit ben, c'est très joli, mais il faudrait peut-être qu'on ait d'autres modèles. Alors maman a téléphoné à Madame Samuel en demandant si c'était bien ses filles qui nous avaient écrit. Elle a répondu oui. Et elle dit, est-ce qu'on peut continuer la correspondance? Oui. Et donc on a continué à recevoir à peu près tous les 15 jours une enveloppe et on recopiait et on distribuait partout où on pouvait. Alors Samandé à ce moment-là était quasiment une ville de province. C'était quasiment que des pavillons, donc on pouvait les mettre dans les boîtes aux lettres des pavillons. C'était assez pratique. Et cette dame, Madame Samuel, donc cette professeure, Oui. elle avait commencé toute seule Non. Alors vous allez avoir la suite, c'est un culot. Le fameux réseau. Donc, on a reçu ça. Et un beau jour, Jeannette Samuel est venue, Jacqueline, la sœur, est venue nous voir en nous disant « Je ne peux plus vous les envoyer parce que j'ai été repérée à la poste, parce que la poste... Et maintenant, alors, si vous en voulez, il faut venir les chercher. Seulement, vous n'oubliez pas que nous habitons dans un endroit où il n'y a que des enfants. Donc, c'est quelqu'un qui doit correspondre. Donc, eh ben, moi, j'étais la seule personne qui correspondait. J'avais 14-15 ans. Et j'étais juste à la bonne chose pour y... Donc, après bien des difficultés, mon père trouvait que j'étais un peu jeune pour faire ça. Et puis finalement, il a dit oui. Et donc, chaque fois qu'on avait un coup de téléphone des Samuel ou de Madame Samuel, justement la mère, je partais avec mon cartable le jeudi, à cette époque-là, à Versailles, et j'allais chez Madame Samuel chercher les... Alors, à ce moment-là, on avait des grands cartables, des grands cahiers, c'était des espèces de classeurs, et alors j'apportais les classeurs et on pouvait mettre les tracts à l'intérieur des pages. Et donc, on faisait ça, donc je vous dis, tous les 15 jours. Et par contre, il y avait des rafles à la gare. Il y avait 2 gares, et il y a toujours 2 gares, mais il y a tellement longtemps que j'y suis pas allée. Versailles-Chantier. Comment? Il y en a une, c'est Versailles-Chantier. Oui, ça doit être ça. Et Versailles rive gauche. Alors donc une fois je prenais une gare et puis une autre fois une autre gare, enfin de manière à ce qu'on ne me reconnaisse pas. Et puis j'étais jeune, j'étais petite et je ne faisais pas mon âge.
J'étais non pas chétive, mais très 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 menue. Donc je passais assez bien. Et quand il faisait ouvrir les cartables, j'ouvrais mon cartable avant qu'il me le demande. Ce qui vient que, comme c'était ouvert, et comme ça j'ai passé. Ça aurait très bien pu mal se passer, mais enfin, ça s'est assez bien passé. J'ai jamais été arrêtée pour ça. Alors qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été arrêtées en passant à les deux gardes qui étaient reconnus pour être très comment... Surveillé. Comment Surveillé. Surveillé, c'est ça. Et alors j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Et Jacqueline Samel m'a fait connaître la personne qui était au-dessus de tout ça. C'était Yvette Guinaud, un professeur de français du lycée de Versailles, et elle était en relation avec celui qui dirigeait, alors je me rappelle plus, j'ai son nom, je vous le donnerai. Il s'appelait, son vrai nom était le docteur René, et il se fait appeler Jacques d'Estrée. Il est connu sous le nom de Jacques d'Estrée. C'est lui qui s'occupait de ce qui s'appelait Résistance, qui n'est pas le journal Résistance de, comment ça s'appelle, de la maison de la chimie, oui, pas la maison de la chimie, musée de l'homme. Le musée de l'homme, le réseau du musée de l'homme. Voilà. Pourtant je la connais. Germaine Tillon. Germaine Tillon. Elle est de Saint-Mandé, elle était à côté de moi, donc c'était pas ça, non, c'était un autre truc. Ils avaient déjà tous été arrêtés lorsque Jacques d'Estrée a commencé à faire son journal. Et son journal s'est épaissi de plus en plus, c'est-à-dire que... Et après ça, il fallait le photocopier. Alors j'ai appris à photocopier, mais alors il a fallu que j'arrive avec des gants, parce qu'on se salissait les mains avec les photos. Rien à voir avec les photocopieuses actuelles, hein, parce qu'on enduisait d'encre, un rouleau, on mettait du papier, et c'était ce rouleau qui... Alors donc en mettant de l'encre, on en mettait partout. Alors moi j'avais un tablier et des gants, et chez Yvette Guinaud, on polycopiait les journaux. Donc vous me demandez par qui on est rentré, c'est par Yvette Guinaud, en fait, qui est devenue, d'ailleurs qui a été arrêtée aussi par la suite, et qui est devenue vraiment notre pourvoyeuse. Et quels étaient les messages qui étaient sur les tracts? Sur les tracts, c'était des messages pour activer les gens à résister ou à ennuyer les Allemands. Hein. C'était ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il y avait sur le premier? Je vais vous montrer, là j'ai cherché des tas de trucs, j'en ai quelques-uns, mais je ne me rappelle plus. Franchement, je ne me rappelle plus. Hein? Je me rappelle de celui qui a été envoyé, d'ailleurs j'ai son double, qui était à la main d'ailleurs. C'était celui pour le 11 novembre, pour aller... Ah oui. Voilà. Vous étiez donc au courant qu'il y avait cette manifestation du 11 novembre, oui, mais laquelle vous n'avez pas pu y aller, bien sûr. Mais... Donc vous avez entendu parler de l'arrestation du professeur Langevin, qui était le 8 novembre peut-être? Moi, je n'ai pas entendu parler de ça. D'accord. En fait, finalement, vous savez, je ne parlais pas de ça avec les camarades, parce que j'avais toujours peur qu'il y ait une langue trop longue. Mais ce tract avait circulé au lycée Hélène Boucher déjà? Oui, je vous le montrerai, il est écrit à la main, je ne sais pas qui c'est. Mais bon, alors, je pense que fait à la main, c'est une élève d'Hélène Boucher ou d'autre part, parce que moi ça m'est arrivé par Versailles, parce que ça commençait vous savez, très vite, hein, ça s'était tendu, et c'était très bien, parce que finalement ça touchait tout le monde, ça. Tandis que les journaux qu'on a eus par la suite, ça ne touchait que 2 ou 3 personnes. Alors donc il s'est étendu, et il est devenu le journal Résistance. Je disais pas celui de Germaine Tillon, mais l'autre journal, que l'on voit d'ailleurs dans tous les musées de la Résistance, que ce soit ici, que ce soit en Normandie, que ce soit à Paris. Donc on avait ces journaux-là qui étaient devenus des journaux beaucoup plus encombrants à rapporter à Vincennes. Alors j'en rapportais 3 ou 4, et on écrivait surtout lisez et redistribuez.
Et, continue, et ainsi de suite. Et je crois que ça fait parce que je me rappelle, je suis tombée très malade après, et le médecin est venu à la maison, et il avait le journal à la main, en disant « Madame Ouette, venez voir ce que j'ai reçu ». Et alors elle n'a rien dit, elle a pris le journal et elle l'a redistribué à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc voilà, donc ce journal Résistance, mais il a quand même atteint, je crois, 40 000 la deuxième année en 40 et en 42, je pense. Hein. Voilà. Donc, voilà, alors ça a été la première chose. Et j'ai eu la malencontreuse idée d'attraper la tuberculose. Alors à cette époque-là, c'était extrêmement grave. On m'a retiré du lycée, on m'a séparé bien sûr de mon petit frère, et on m'a envoyé chez des cousins. À Limoges. Oui, mais dites donc, vous le savez déjà. Où est-ce que vous avez lu ça? Je l'ai lu, hein, il y a certains journalistes qui travaillent malgré tout. À Limoges, chez des cousins qui étaient collabos. Enfin, pas méchants. Non, ils étaient plutôt pétinistes, si vous voulez. Oui. Mais c'était pas facile. Et moi qui la langue bien pendue, eh ben, je n'ai pas ouvert la bouche. Quand ils me demandaient mon avis, moi ça ne m'intéresse pas. Et donc c'est dommage parce que à Limoges, là où ils habitaient, par la suite, pour faire passer nos gars de France occupée en zone libre, ça aurait été bien pratique. Bon, alors donc je suis restée là pendant presque un an pour me retaper, je me suis bien tapé. Ça, ils m'ont bien soigné, ils étaient très gentils, mais bon, ils n'avaient pas les mêmes idées que nous, c'est tout. C'est là où Pétain a été catastrophique, hein, parce qu'il n'y aurait pas eu Pétain, tous ces gens-là ne seraient jamais devenus collaborateurs, oui. Ils n'auraient jamais eu ces idées-là. Mais avec Pétain, c'était comme le bon Dieu, bon, je ne comprends pas. Bon, enfin, c'est comme ça, hein, chacun... Oui, il apparaissait beaucoup comme le protecteur. Exactement, comme le grand-père de tous les Français. Donc, et puis je suis rentrée à Paris, et mes parents, bien sûr, sont venus me chercher à la gare, j'en sais rien. Pourtant, il me semble que c'est la gare d'Austerlitz. Et là, on prend le métro, et mon père me dit, alors qu'il était très réservé, c'est pas quelqu'un qui éclatait, comme maman, elle parlait un peu comme moi, un peu très volubile, et elle parlait facilement, tandis que mon père était quelqu'un de réservé, mais là, il n'a pas pu se rempêcher, il me fait, ben, tu sais, à la maison, on a une surprise pour toi. Moi, une surprise, j'avais jamais pensé que ça. Et en arrivant là, il me dit, bah, tu prends les clés. Je prends les clés. Et derrière la porte, j'entends « Hello Michel !» Je vois un garçon qui faisait 1m90, 95, plus grand que vous. Hein. Je suis de 97. Ah bah oui, bah ça fait... On est à peu près dans les mêmes eaux. Et alors il était jeune, mais alors vous savez, quand on grandit trop vite, c'est court. C'était notre premier Américain. Voilà. Alors donc Yvette Guinaud avait téléphoné à maman. Et alors maman lui avait raconté sa vie. Maman avait passé sa jeunesse en Angleterre. Elle avait été en pension en Angleterre pendant 4-5 ans. Donc elle parlait bien anglais. Elle avait beaucoup d'amis qui étaient restés en Angleterre. Et en lui disant, Germaine vous envoie un de ses cousins, est-ce que vous pouvez l'héberger? Germaine, c'était sa meilleure amie. Le cousin, vous ne savez pas qui c'était. Et donc on nous a amené un garçon qui s'appelait Joe Kegel. Et alors j'ai une lettre de lui bien longtemps, il nous a cherché pendant 50 ans. Et finalement il nous a trouvés. Hein. Et donc Joe Kegel, qui était un garçon charmant, seulement il était du sud de l'Amérique, et ça fait comme le sud de la France, ils ont un accent terrible. Et moment, alors moi encore moins, papa l'avait appris en français, en France comme moi. Et mes mamans, elle ne comprenait rien du tout. On avait une tante qui était complètement bilingue, elle est venue à la maison et elle ne comprenait rien de ce qu'il racontait. C'était vraiment un problème. Et c'est là que la tante a dit à mon père,
tu sais Gérard, c'est quand même dangereux ce que tu fais. Et lui qui était si réservé, il lui a dit, tu sais Jeannette, si des gens comme nous ne le faisaient pas, qui donc le ferait? Ce qui montrait que c'était bien quelque chose de raisonné, c'était pas une folie, c'était bien, il faisait ça parce que c'était son devoir de le faire et que, voilà, donc, et là, à partir de ce moment-là, ben, ça s'est transmis sans arrêt. Et alors on a continué à avoir des Américains, ils venaient, on nous les amenait, et puis on venait nous les rechercher. Bon, ça a été tout à fait au début. Et très vite, on a eu le même garçon qui venait, il s'appelait Jean Carbonnet, et non seulement son travail était de transbahuter les aviateurs, il allait les chercher en province, les ramenait sur Paris qui était le centre du réseau, et de Paris, les aviateurs étaient pris par des guides, des étudiants, quasiment tous de, comment ça s'appelle, le grand lycée de Saint-Louis, Louis le Grand. Louis le Grand et l'autre à côté Henri IV. Henri IV. Ils étaient tous, c'était tous des gens qui étaient en cagne ou en taupe, et donc c'était leur surveillant général qui les avait. Enfin, disons que le corps enseignant, pour moi, le corps enseignant a été très, très entourant, très travailleur. Donc, on a. Comment? Il est Carbonnet, lui, alors par contre, Carbonnet, c'est pas comme ça, c'est parce que, je sais pas, un des étudiants connaissait très bien l'abbé Courcelles, qui était à Saint-Roch, et donc lui aussi avait été pris, parce que comme il aurait fallu qu'il parte en Allemagne par le STO, et ça, Laval nous a rendu un fief service, car en installant son service de travail obligatoire, la plupart de ces garçons sont partis, et donc là tous étaient comme ça, donc quasiment toutes les deux classes, et donc c'était nos guides la plupart du temps, parce qu'ils pouvaient parler anglais les garçons, et donc ils les emmenaient dans le sud. Alors il y avait 3 passages, il y avait un passage du côté de Narbonne, un passage à Lavelanet, où je suis retournée avec le fameux Kegel quand il est revenu en France, et un autre passage du côté de l'Atlantique. Je ne me rappelle plus le nom, on retrouvera ça là-dedans. Donc voilà, voilà, les Anglais ou les Américains étaient parachutés, étaient descendus, c'est plutôt ça, crachés. Là, ils étaient récupérés la plupart du temps par des paysans. Alors au début, c'était assez difficile, car on connaissait personne. Parce qu'après ça, moi aussi, je me suis mis à aller chercher des aviateurs. Et donc, quand on savait qu'ils en avaient descendu, on allait demander. Et la plupart du temps, ils avaient été hébergés par les paysans qui se sont très bien tenus. Et la plupart d'entre eux n'en ont jamais parlé. Donc, on les ramenait sur Paris. Ils avaient été plus ou moins réhabillés, parce qu'ils étaient. Et c'était assez difficile, parce que tout était avec ticket, comme la nourriture, mais même les vêtements. Et maman, et alors en plus de ça, alors que les Français faisaient 1m70, 75 à cette époque-là, des grands garçons comme vous, pour les habiller, il fallait leur couper la tête. Non, alors donc maman ragoûtait, alors ils étaient habillés un peu comme ceux qui font la Manche, là, Les SDF. mendiants, quoi. Pas comme des mendiants, mais enfin, pas bien habillés, mais c'était la guerre et on pouvait s'habiller comme ça. Je me rappelle m'avoir eu une robe comme ça, faite de briques et de broc. Donc ils étaient réhabillés comme ça, donc c'était la même chose, il fallait trouver des vêtements. Tout ça c'était avec ticket, donc il fallait qu'on se débrouille. Heureusement on avait beaucoup d'amis à qui on a demandé, dont les garçons avaient 19, 20 ans, et ça les commençait à grandir, donc on a récupéré des vêtements chez les garçons. Et puis Broussine, qui était notre chef de réseau, a trouvé une ancienne pouillerie, comme on appelle, vous savez, dans laquelle il y avait des vieux vêtements. Il fallait les chercher en voiture. Donc c'est un de nos amis, les Nivolais, à qui ils nous ont rien demandé.
est-ce que vous pouvez venir nous aider à chercher les vêtements? Ils sont venus. Et ensuite, on a pu les distribuer pour réhabiller de pied en cap, comme on peut, les aviateurs. Donc, il y en a beaucoup qui sont passés à la maison. Il y en a une vingtaine quand même qui sont restés entre 15 jours et un mois à la maison pour attendre d'avoir le passage pour là. Alors quand ils étaient à Paris, il fallait donc les réhabiller, il fallait leur Allez. Les nourrir. comment Les nourrir. les nourrir Parce que et leur faire des faux papiers, Ouais. car ils arrivaient bien d'Angleterre, et vous verrez, j'ai gardé, avec leurs photos que font les Anglais, mais c'est pas la même dimension, donc ça marchait pas du tout. Donc ça a été mon premier travail, ça, de les emmener. La première fois, j'y suis allée avec Carbonnet ou avec un autre, au photomaton du Louvre. Et à ce moment-là, les photomatons ne marchaient pas tout seuls. Il y avait une collaboratrice qui aidait. Et bien sûr, à force de venir avec 2, 3, et puis ça se renouvelait à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, là, on s'est dit qu'un jour ou deux, elle demandait, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on dira? Eh bien, on a trouvé tout de suite, on a dit qu'il y avait une maison de sourds et muets du côté de Toulouse, et qu'il fallait qu'on ait des nouveaux papiers pour tous ces garçons-là. Alors chaque fois qu'on arrivait avec nos garçons, qui ont d'ailleurs été impeccables, parce que Dieu sait qu'il y en a qui ont fait des bêtises, mais là ils ont été impeccables, ils ne bougeaient pas. Et donc elle était photographe. Et alors on s'est dit, elle a compris, elle a compris. Et puis après la guerre, juste en rentrant, il n'y avait pas très longtemps qu'on était. Bien sûr, je ne ressemblais pas à la jeune qu'elle avait connue. Bon, on va au Louvre, au musée, au magasin du Louvre. Je ne sais pas, vous avez peut-être connu ça, parce qu'il n'existe plus maintenant. Oui, moi non, je ne crois pas. Oh, mais je vois où c'est, oui, bien sûr. Vous savez où c'est? Oui. C'est là où il y avait les antiquaires. Les antiquaires, oui. Voilà. Donc ça, c'était le magasin du Louvre, qui était en fait comme un supermarché, en fait. Hein. Donc on était en train d'acheter je ne sais pas quoi, et maman me dit, mais c'est bien là que tu viens. J'ai dit oui. Et ben, elle va voir si c'est toujours la même. On arrive, c'était la même jeune fille. Alors je lui dis, genre, non, 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 je dis, vous vous rappelez pas de moi? Puis tout d'un coup, vous êtes la jeune fille au sourd et muet. Alors je lui dis, eh ben non, ils n'étaient pas sourds et muets, c'était des Anglais ou des Américains. Elle a eu une telle frousse rétrospective qu'elle est presque tombée dans les pommes. Bon, l'a emmenée boire une petite gnôle ou quelque chose dans ce genre-là pour la retaper. Elle a eu peur rétrospectivement, parce qu'elle en a. C'est vrai que si on nous avait arrêtés, elle était arrêtée aussi. Hein. Mais ça, c'est. Donc voilà, donc, et on faisait les cartes d'identité à la maison, vous verrez les trucs. Donc, c'était facile, ça c'était une chose facile parce que les cartes vierges, ça se vendait chez n'importe quel papetier. Donc partout où on allait dans Paris, on allait acheter 2 cartes, 3 cartes, 5 cartes, et on revenait à la maison, on avait un beau stock de machins. Les cachets, on les achetait au bureau de tabac, donc ça, pas de problème. Les cachets, Carbonnet, je ne sais pas comment ils s'étaient débrouillés. C'était l'abbé Courcelles d'ailleurs qui avait réussi. Vous voyez, les curés, des choses pas très bien. Donc l'abbé Courcelles lui avait trouvé des tas de tampons, donc il avait des tampons, mais on prenait de préférence les tampons qui emmenaient vers le sud de la France, parce que si il y avait eu un petit Allemand ou un petit Français chatouilleux, il aurait été voir que comment ça se fait qu'il était dans ce train, admettons, qu'il était dans le nord. Donc voilà, et ça, et puis bon, la signature. Maman signait, elle savait très bien imiter les signatures. Et vraiment, la maison. Et quant à mon frère, le petit jeune, eh ben, il salissait. Lui, il prenait les cartes, il les frottait par terre, ou il les écornait sur le côté, de manière à qu'elles semblent un peu usées. Donc toute la famille, même mon frère qui avait 8-9 ans à ce moment-là, s'était mis à... était de n'importe quelle façon. Je ne vois pas comment il n'aurait pas pu être dans la combine, étant donné tout ce qui se passait à la maison.
Donc, les cartes d'identité étaient faites à la maison. Je crois que je vous ai... Et puis, bon, après ça, on les emmenait par le train, les trains de nuit, qui faisaient Paris-Toulouse, et puis après ça, Toulouse, ou Lavelanet, ou de l'autre côté, oh, comment ça s'appelle? On regardera. Et là, ils étaient conduits par des passeurs. Donc, une fois arrivés là-bas, ils étaient conduits par des passeurs qui étaient payés très cher. Et donc, il leur faisait traverser les Pyrénées jusqu'à la frontière espagnole, et là, débrouillez-vous. Donc, la plupart du temps, ils étaient récupérés par des douaniers, mais l'ambassade d'Angleterre les rachetait, et oui, avec du blé ou des choses comme ça, pour les faire passer. Mais beaucoup ont passé pas mal de temps à... Alors là, ça y est pas, parce que je n'en ai pas parlé. Dans le camp où tous les Français qui passaient... Miranda. Miranda, voilà. Beaucoup sont passés par Miranda avant d'être récupérés, mais ils étaient récupérés avant les Français. Parce que comme c'était les Anglais qui payaient, en tout cas, bon. Et ensuite, ils allaient en Angleterre, et c'était très bien, non seulement de les avoir récupérés, mais surtout pour les Français qui allaient venir bombarder. On leur montrait que même s'ils tombaient, les Français s'occuperaient d'eux et qu'ils pouvaient revenir. Et ça, c'était quelque chose de très très important. Donc voilà, donc on a fait ça pendant pas mal de temps. On en a eu beaucoup qui sont restés à la maison, une vingtaine, les uns après les autres. Mais il en est passé beaucoup plus, parce que pour faire les cartes d'identité, j'allais les chercher chez les gens chez qui ils étaient, et puis je les emmenais au photomaton, je les ramenais à la maison, on faisait la carte d'identité, et il était ramené là où ils étaient. Donc on a eu quand même pas mal de ces garçons à la maison. La plupart étaient vraiment très gentils et se rendaient vraiment compte qu'on craignait beaucoup de choses. Et puis, tout s'est passé comme ça. Puis bon, c'était l'année de mon bac. Hein. J'avais perdu un an en allant là chez des cousins qui m'ont soigné. Et donc, l'année de mon bac. Et j'avais, ce jour-là, le 28 avril 1944, 28 avril 1944, c'est ça. Donc, je rentre à la maison et j'étais tracassée parce que je venais de ramener chez elle une de mes amies qui était tombée malade en classe et qui elle aussi passait son bac, je ne sais pas, 8 jours ou 10 jours après. Et j'ai pas fait attention qu'il y avait des gens bizarres qui se baladaient dans le coin, alors qu'on avait une pièce épatante qui faisait un coin comme ça, et alors elle donnait sur 1, 2, 3, 4 rues. Et c'était parfait parce que donc, quand si on voyait que quelqu'un nous regardait de ce côté-là, on pouvait passer par derrière. Et ben moi j'ai rien vu, je suis rentrée et la gueule dans le loup. De toute façon, je pense que j'aurais fait comme mon père qui a vu le signal que maman avait eu le temps de mettre et qui est quand même rentré et qui lui est mort en Allemagne. Voilà comment ça se passait. Et donc on en a eu beaucoup qui sont passés. Et passés en Allemagne, on savait même pas, de temps en temps on savait qu'ils étaient arrivés, la plupart du temps on ne savait pas, parce que les messages étaient réservés pour des choses plus importantes. Bon, vous leur donniez des vêtements civils, mais vous n'aviez pas de chaussures pour eux. Ah, l'histoire des chaussures était vraiment un gros problème. Alors maman est allée chez notre cordonnier, et elle lui a pas dit que c'était des chaussures, mais il y avait marqué USA en dessous des chaussures, en gros. C'était des magnifiques boots, et en vrai cuir, mais elles étaient couleur cuir, elles n'étaient pas non. Et elles étaient remarquables. Et ça, jamais, ni un Allemand, ni un Français ne s'est aperçu, ne nous a arrêtés parce qu'ils avaient... Alors donc le cordonnier a dit à ma maman, lui dit coupez-les. Il dit non parce que ça n'a pas été. Mais par contre je vais vous donner un cirage qui est quasiment une teinture. Donc on teignait les chaussures en noir pour que ça soit moins visible. Et voilà. Mais par contre il est arrivé une histoire à un de nos... Il a écrit son livre, il a écrit ça dedans.
il est allé aux toilettes, c'était mouillé, et puis en partant, il a vu que par terre, il y avait écrit USA. Sur le sol. Comme quoi, hein, on pouvait être pris pour... t'as pas Alors à pensé. partir de ce moment-là, il dit, partout où je passais, je passais. Parce que c'est vrai que ça moi j'y aurais jamais pensé, Ah oui, aller non, on peut pas regarder en penser dessous de à la tout, oui. chaussure. Ouais. Déjà, voilà. Donc, attendez, alors les chaussures, les vêtements, la nourriture, les cartes d'identité, donc quand ils ont tout ça, ils peuvent passer. Et il y en a beaucoup qui sont passés. Je crois que c'est 900, je crois, de notre, Ah oui, en par effet. notre réseau. C'est énorme. Donc, Oui, c'est une grosse. en Espagne pour rejoindre l'Angleterre après. Alors, en Espagne, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, s'ils avaient de la chance, ils étaient tout de suite rachetés, on peut dire, par le consul ou l'ambassadeur anglais en Espagne, En Espagne. ou alors ils allaient à Miranda, comme les Français, où ils étaient quand même rachetés. Beaucoup plus vite, parce que c'était quand même l'argent anglais qui marchait pour ça. C'est toujours les histoires d'argent. Bien sûr. Et le nom du réseau, c'était Évasion Bourgogne. où il y a eu Bourgogne. Bourgogne. D'accord, Bourgogne. Bon, l'autre, c'était Résistance, l'autre Le mouvement qui a pris le journal. D'accord. Bourgogne. Et donc, je suis arrivée, et là, les Allemands étaient là, avec ce qu'on appelait non, je sais plus, mais ils avaient d'énormes colliers. Oui, les feldgendarmes. Gendarmes, oui, mais alors on les appelait, je ne sais plus comment, je suis en train d'échelle. C'est pas grave, c'était des gendarmes qui étaient là, 7 ou 8. Et j'aurais dû faire attention, il y en a un qui marchait dehors. Bon. Alors, bon, moi je ne l'ai pas vu, mais papa, quand il est arrivé très tard le soir, il avait dû les voir, il a dû aller prévenir des gens. On n'a jamais su parce qu'on ne lui a jamais reparlé après. Mais de toute façon, donc, moi je suis arrivée la première, mon frère est arrivé d'abord, moi, et on nous a mis de côté tous les deux, et puis pendant ce temps-là, ils attendaient que d'autres... Alors, mon père est arrivé, et il nous a fait un signe en disant « Oui, oui, j'ai vu », parce que maman avait eu le temps, pendant que ces gens qui étaient des Français qui venaient nous arrêter, c'était pas les Allemands. Ah, c'était des C'était Français. des Français, ces fameuses bandes à Bono, etc., qui sont venus nous arrêter. Et donc, mon père... La bande à Bonnie Lafont, vous voulez Bonnie dire. Lafont. Bonnie Lafont. Lafont. Ouais. Mais je ne sais pas si c'était cela, mais non, Ouais. je savais leur nom. Les Faudrait brigades, que quand c'était les ça me brigades revienne, je les- spéciales. Comment Les brigades spéciales. Oui. Parce qu'on a su leur nom, il y a eu il a été condamné à mort. Et ça, c'est épouvantable. Hein. On vous dit, monsieur, ça va me dire, est condamné à mort. La condamnation est immédiatement exécutoire. C'est-à-dire que dans les 8 jours après, eh ben, il a beau avoir tué mon père, enfin oui, quasiment, c'est quand même quelque chose de se dire qu'on est responsable de la mort de quelqu'un. Hein. Bien avant les histoires, Dieu sait si je déteste les Allemands encore maintenant. Mais ça, l'histoire de la peine de mort, c'est quelque chose que j'ai compris ce jour-là, quand on est pris par la chose elle-même, qu'on est inclus dans... Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à supporter. Donc là, donc on est tous arrêtés, et Carbonnet demande à aller aux toilettes. Je me suis dit, on va. Et aux toilettes, l'Allemand qui l'a accompagné devait être prude, il a tourné le dos, et c'est ce que attendait Carbonnet, je ne sais pas comment il savait, mais il a récupéré, alors ça on ne savait pas qu'il avait caché ça, un petit paquet dans les water. Vous savez, les water n'étaient pas comme maintenant, la chasse d'eau était tout en haut, Oui. donc il avait mis ça dans la chasse d'eau, et on voyait bien que c'était enveloppé, et en passant à côté de moi, on avait un couloir qui menait à la cuisine et aux toilettes. Il me fait Jean-Marie c'est mon frère, et il me le met dans la main,
Donc, alors moi je suis allée voir mon frère, j'ai fait comme si on savait déjà, nous, qu'on était embarqués. Je suis allée le changer. Il a coincé le paquet dans son pantalon et il est allé chercher l'ours avec lequel il couchait quand il était tout petit. Et il allait sur... Et puis nous avons tous été emmenés. Et quand il a été en bas, la dernière chose que j'ai vue, mon père aussi parce qu'il était à côté de moi, c'est mon frère Jean-Marie, donc il avait 9 ans, 10 ans à cette époque-là, et assis sur le trottoir avec son ours sur le ventre et cette espèce de bombe qui cachait en dessous. Donc nous, on a été emmenés, et lui, il est resté là, et il ne savait pas trop où aller, et on avait des amis qui étaient nos intermédiaires téléphoniques. C'est-à-dire qu'au lieu de téléphoner chez nous, on téléphonait chez eux, et eux venaient nous chercher de manière à ce qu'on ne soit pas pris. Donc, il est allé chez ces gens-là, je savais, Monsieur Hochkorn a ouvert le carnet, le papier, et c'était un carnet avec des noms et des adresses. Bon, alors il a fait ni une ni deux, c'était un vieux monsieur, beaucoup plus jeune que moi, mais il me paraissait vieux, il avait 70 ans à peu près à cette époque-là. Il s'est habillé, et c'était un monsieur à l'ancienne, je crois que j'ai des photos là, tout à fait, partir avec son carnet. Il est allé chez des amis, les uns après les autres, pour pas téléphoner de chez lui, et il a prévenu la plupart des gens. Mais il y avait le couvre-feu à 9h30, il fallait qu'il soit rentré pour 9h30. À 9h30, il est donc rentré, il a posé son carnet sur son bureau pour repartir le lendemain matin, mais à 6h du matin, la Gestapo était de nouveau là. Alors, mon frère a fait celui qui avait la colique. Il a fait un détour par le bureau qui passait, il est allé au water, il a déchiré le carnet, il a tiré je ne sais pas combien de fois la chasse d'eau en disant qu'il était... C'était très plausible, parce que on est retourné quand c'est comme ça. Et il a fait disparaître le carnet. Et ainsi, il a sauvé je ne sais pas combien de gens. Ben, il n'a jamais été remercié. Hein. Bon, et donc, et puis nous, on a été emmenés à Fresnes. Alors, à Fresnes, là, c'est la seule fois où j'ai vraiment eu peur. Non pas d'être en prison, mais comme on était tous arrêtés et qu'on avait vu et qu'on savait qu'ils torturaient, et on avait eu dans notre chambrée, maman et moi, ben je ne vous ai pas raconté tout ça, mais ça viendrait, je ne sais pas quand. Donc quand on est arrivé à Fresnes, on a été mis dans une cellule où il y avait déjà 3 personnes, donc on était 5. Donc une petite qui était là depuis pas mal de temps, qui avait dû être arrêtée pour son père, je pense qu'elle était communiste, et Dieu sait si les Allemands étaient encore pires avec les communistes qu'ils étaient avec les autres. Et donc, elle nous avait dit que si elle avait su ce qu'on lui demandait pour arrêter la torture de son père, elle l'aurait dit. Et ça, c'est quelque chose qui vous remue. Et donc moi, j'ai eu peur moi aussi en me disant, si jamais on me torture, ou qu'on torture mes parents devant moi, est-ce que j'aurai vous savez, à ce moment-là, on se pose vraiment des questions. Et ceux qui ont parlé sous ce truc-là, on ne peut pas leur en vouloir, vraiment. Et pourtant, c'est quelque chose de terrible. Donc voilà, on a été interrogés, maman, et puis moi. Et alors, le soir, maman a été interrogée avant moi. Alors, le matin, à 5h du matin, on venait vous réveiller. Quand c'était tribunal, voilà, avec un accent guttural. Et là, donc, on savait que Madame Intel, alors Madame Mouette, tribunal, elle s'est habillée. J'aime autant vous dire que c'est une des plus sales journées de ma vie. Hein. Donc, maman est partie. Et le soir, quand je l'ai vue rentrer, elle était presque souriante. Alors, c'était extraordinaire. On n'était que des résistantes, là, ça, c'était pas parti. Mais dans notre chambrée, donc elles se sont mises dans un coin pour nous laisser toutes les deux parler.
Et maman m'a raconté ce qu'il en était, comment ça se passait, qu'il y avait une baignoire mais qu'elle n'y avait pas été. Mais il me dit, j'ai eu quelque chose de beaucoup mieux, c'est qu'avant d'être interrogé, on reste dans un petit cagibi.